Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique. Pat Laprade, Anne-Sophie Betté, Kim Deschênes. La dernière de la saison. Déjà, je peux pas croire. On a commencé ça sur le fly, 2 jours, 24 heures de préavis. On a fait une saison complète de 7 mois de podcast. Puis c'est déjà rendu la dernière. C'est fou, hein? Mais ça a tellement passé vite. On dirait qu'on avait tellement de choses à parler. Puis c'était le fun de pouvoir, en fait, faire la promotion un peu d'une ligue de hockey féminin, de passer un peu de temps avec vous. C'était vraiment le fun de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Puis en espérant que les auditeurs ont aussi apprécié notre contenu. Ben, je pense que oui, parce que je reçois souvent des messages. Puis il n'y a pas juste, les fans. Je vous dirais qu'il y a aussi le monde du hockey féminin qui nous écoute. Donc ça, c'est toujours flatteur, c'est toujours bien cool. Donc, voilà, on a beaucoup de stock à couvrir dans cette dernière-là, vu qu'on ne perdra pas trop de temps. Mais c'était le repêchage. C'était le repêchage en début de semaine, mardi, du côté de la LPHF. Puis avant de parler du repêchage comme tel, il faut parler des transactions qui ont marqué ce repêchage-là. Pascal Daoust, fucking MVP, là. Ça n'a pas de sens. Oui, vas-y, Anso. Non, mais c'est exceptionnel. J'étais un peu déçue quand même de voir Ella Shelton partir, par exemple. Je suis pas surprise que Toronto ait voulu l'avoir parce que, ils la connaissent au niveau de l'équipe nationale. On le sait que Troy et Gina travaillent quand même assez près d'elle. Mais je pense que Pascal avait préparé son coup dans le sens que il avait fait une belle armure à la défense pour essayer d'aller chercher les attaquantes. Puis c'est un peu ce qu'il a fait, là. Ben oui, tu sais, vous rappelez-vous, je vous l'avais dit quand il a fait son point de presse après le processus de repêchage de l'expansion, tu sais, il avait dit, on me disait que ma défensive était pour être attaquée. Alors, j'ai priorisé ma défensive. C'est la seule équipe qui avait perdu aucune joueuse de défense. Ils ont gardé Shelton, Bourbonnais, Person, j'en oublie une. Sandy Hart. Sandy Hart, merci. Et ils ont gardé vraiment la seule équipe qui a pas été touchée à la défense. Et puis, il voulait justement, il dit, si je peux me trouver un partenaire pour aller chercher de l'attaque en retour. Il a signé Jinsey Rose, en plus, qui était à Ottawa. Alors, il y avait la marge de manœuvre à ce niveau-là. Et là, coup de théâtre. Il repêche, premièrement, il y a le premier choix. Il repêche Kristina Kaltunkova, qui est une Tchèque, mais qui a joué à l'université Colgate. On s'en est parlé la semaine dernière. Je vous disais que c'était probablement elle qui était prête, la première joueuse repêchée. Puis en plus, Greg Fargo, c'était son entraîneur à Colgate. Donc, tu sais, il y avait le lien là. On sait comment l'entraîneur est important au réseau universitaire, puis il y a des liens qui se créent. Et là, deuxième choix, c'est Hayley Wynn, qui est la défenseuse américaine, l'excellente défenseuse qui s'en va à Boston. Et là, coup de théâtre, we have a trade to announce. Puis, Pascal Daoust échange Ella Shelton à une autre Québécoise. C'est ça qui m'a frappé. On est le 24 juin. Pascal Daoust fait 2 trades avec Gina Kingsbury de Rouyn-Noranda puis avec Daniel Sauvageau de Deux-Montagnes. Moi, ça, là, c'était priceless pour moi. Donc, Ella Shelton contre le choix de première ronde des Sceptres, 3e au total, puis le choix de 4e ronde. Et là, il repêche Casey O'Brien, la récipiendaire du trophée Patty Kazmaier, remis à la meilleure joueuse du NCAA. Donc, il a été chercher les deux meilleures attaquantes. Il a été les chercher. Je sais. Puis en plus, avec son choix de 2e ronde, c'est Anna Tchaikovsky. Donc, il a été chercher 3 des 5 meilleures attaquantes disponibles dans ce repêchage-là. Je veux dire, c'est incroyable. Là. C'est vraiment une bonne transaction. Puis là, tout d'un coup, on a l'impression que New York est revenu ses rails avec cette transaction-là, puis ces choix-là. Lui, il a compris la game, là. Il dit, hey, Sarah Fillier, elle est sortie de l'université, elle a dominé la ligue. Je vais aller chercher les meilleurs pour être capable, justement, d'avoir de la puissance à l'attaque. Mais je pense que, justement, il a rajeuni son équipe. Il va être capable de bien, je pense, mettre les pions en place pour avoir une belle saison. C'est sûr que sur papier, c'est toujours quelque chose. On le mentionnait, Kim
Kim le faisait allusion que, tu sais, New York, l'année passée, on pensait qu'il y avait une super équipe. Puis finalement, c'est sur la glace que ça se passe. Peut-être qu'il va y avoir une petite période d'ajustement, justement, parce que il y a cette transition-là qui se passe. Mais les jeunes prodiges, en fait, sont vraiment partis dans l'équipe de New York. Sauf qu'on doit attribuer une mention spéciale à Nicole Gosling, qui est, je pense, aussi une étoile montante là, dans la relève du hockey féminin, qui appartient maintenant à l'équipe de Montréal. Puis soit dit en passant, Montréal, je pense qu'il a fait quand même un bon choix ou des bons choix au niveau de leur repêchage pour aller vraiment mettre en place les bons éléments qui manquaient à cette équipe-là. Puis j'avais la réflexion de se dire, on a perdu vraiment beaucoup de joueuses au niveau de Montréal, mais je trouve que sur papier, on est quand même presque mieux, malgré le fait qu'on a perdu beaucoup de filles comme Gardner, Kayla Barnes, toutes les filles qu'on mentionnait qui sont parties de Montréal. J'ai l'impression que Montréal, cette année, l'année prochaine qui s'en vient, ils vont quand même être assez fortes. Ils vont pas laisser leur place. Ben, moi, je pense qu'après Vancouver et Seattle, Montréal a encore la meilleure équipe. Eux autres, Montréal, Seattle, Vancouver sont dans une autre ligue. Là. Ah oui, exactement. La ligue de l'expansion qu'on appelle. Puis, mais clairement, Montréal... Imagine, juste un contre l'autre. Seattle, Vancouver toute l'année. La série de la rivalité. La série de la rivalité 2.0. Mais Montréal, dans les 6 originales, je pense que Montréal a encore la meilleure équipe. Puis on l'a mentionné la semaine dernière, puis on va le mentionner. Daniel Sauvageau a fait un excellent travail à ce niveau-là. Shian D'Arcangelo, Jessica DiGirolamo, Elise Camara, Maggie Flaherty, Jade Daniel-Landry. C'est arrivé après notre dernier podcast, mais Jade qui revient à Montréal. Tu sais, c'est des bonnes additions, justement. C'est du grit. C'est des joueuses d'expérience qui vont venir, peut-être pas à 100% remplacer les pertes, mais peut-être dans certains cas, oui. Mais qui au moins, Montréal n'a pas eu peur d'aller chercher des joueuses, de les amener. Puis Nicole Gosling, c'est une défenseuse offensive. Puis s'il y a quelque chose, c'est que Montréal en a besoin de l'attaque. Et ils l'ont fait avec leur premier choix, avec Nicole Gosling, qui a quand même eu 78 points en 80 matchs là, à Clarkson. Là. Donc, c'est quand même, pour une défenseuse, c'est pas rien. Puis, il y avait son deuxième choix, Nathalie Mlinkova, qui était classée 5e par le Hockey News, qui a été repêchée 12e. C'était la meilleure attaquante disponible au moment où la Victoire repêche en 2e ronde. Puis, elle aussi, là, c'est avec l'Université du Minnesota. On sait comment la division de la conférence de la WCHA est forte dans la NCAA. 16 buts, 34 points en 39 matchs. Équipe d'étoiles au championnat mondial en 2024 avec la Tchéquie. Donc, tu sais, c'est deux joueurs, je pense, qui vont aider à court terme. Donc, excellent travail de Daniel là-dessus. Puis, c'était pas fini, là. T'as Gina Kingsbury qui échange Kristen Campbell à Vancouver. Fait que Kristen Campbell, Vancouver, qui vont chercher Mash et Campbell dans un rôle de numéro 2. C'est comme, câlisse, laissez-en aux autres. Il va être fort. Pour vrai. Puis je sais pas si vous avez vu le choix de première ronde de Vancouver, c'est Michelle Karvinen qui est peut-être la joueuse la plus, en anglais, on va dire pro-ready, la plus prête à faire le saut chez les professionnels, une vétérane qui a 35 ans, qui est la meilleure marqueuse de l'histoire du hockey féminin en Finlande, avec l'équipe nationale de la Finlande. Puis c'est Vancouver qui va la repêcher. Donc, elle, clairement, elle arrive avec un bagage d'expérience. Ça s'ajoute juste à l'équipe étoile, qui ont, là, ça en est presque frustrant. Et là, Pascal, il s'est dit, crème, j'ai fait une transaction avec Gina, faut que j'en fasse une avec Daniel. Pas le choix, c'est ça que t'es dit, là, tu sais. C'est à Saint-Jean. Alors, il échange, puis de ce qu'on a appris, c'est vraiment New York qui a proposé l'échange à Daniel. C'est Pascal qui l'a présenté à Daniel, et ça s'est fait. Abby Roque à Montréal, en retour de Christine O'Neill, et c'était quoi? C'était un choix de... Un choix de 4e ronde. Ouais. Un choix de 4e ronde. Qu'est-ce que vous avez pensé, Kim? Qu'est-ce que tu as pensé de l'échange quand tu as vu ça passer?
Ben, pour vrai, j'ai hâte de voir, tu sais, O'Neal, on avait des grandes attentes de elle parce qu'avec l'équipe nationale, tu sais, elle joue bien son rôle. À Montréal, j'ai trouvé tu sais, l'année passée, cette année aussi, ça a été difficile pour elle. À la fin de l'année, après les championnats du monde, on dirait qu'on l'a retrouvée. Ça lui a fait du bien aller là-bas, je pense, retourner aux sources. Mais tu sais, Abby, je pense qu'elle va amener de la robustesse qui manquait à Montréal, tu sais, on en a un peu, mais pas beaucoup, tu sais, c'est Kat Dubois qui bouge devant le filet, qui amène des mises en échec. Mais je pense que ça va aider. J'ai juste hâte de voir la chimie, qu'est-ce que ça va donner à Montréal avec cet ajout-là. Parce qu'on s'entend que l'année passée, elle n'était pas tant aimée. On a vu des mauvais coups avec Pooh, Stacy. Fait que j'ai hâte de voir s'ils vont tourner la page. Puis, ben, on s'entend, c'est rendu des coéquipières, fait qu'ils n'auront pas le choix. Là. Mais j'ai hâte de voir la chimie que ça va donner dans cette équipe-là. Mais c'est sûr que son physique, ça peut pas nuire à Montréal. Là. Mais Anso, je me trompe-tu ou Abby Rogue, c'est le genre de joueuse que tu as mieux avoir dans ton équipe, justement, que jouer contre? Ben, définitivement. C'est une fille qui, tu l'as vu, là, on dirait qu'elle est sur la glace, elle est partout. Elle veut être capable de mettre les autres en échec. Puis, je pense Montréal, c'est ce qu'ils se sont dit. Quand on joue contre New York, bon, on se faisait frapper par Abby Rogue puis par Jade Darny-Landry. Fait qu'on va aller les chercher puis on va les mettre dans notre équipe. Fait que, en tout cas, j'ai bien hâte de voir au niveau des pratiques de quoi que ça va avoir l'air parce que ça va être très compétitif. Puis c'est un peu le but, tu sais, quand tu es en pratique, tu veux être capable de donner le meilleur de toi-même pour améliorer la fille qui est à côté de toi puis vraiment avoir l'optique que tu pratiques de la façon que tu veux jouer, en fait. Mais c'est ça, c'est plus la chimie, la connexion à l'intérieur. Il y a tellement, je trouve, une rivalité entre ces équipes-là, entre New York et Montréal. Montréal a eu quand même la difficulté à jouer contre New York. Puis là, ben, on s'en va chercher des bons éléments qui vont, je crois, aider amplement New York. Puis là, ben, on parlait beaucoup que Montréal n'avait pas de joueurs de centre. Ah ben là, on est comblé, là. On en a. S'il y en a un qui va pas bien, on va être capable de faire des échanges. Puis ça, je trouve que c'est une belle arme qu'ils se sont gardées dans leur poche pour être capable de ne pas vivre les mêmes défis que si jamais on perd une fille comme Alex Labelle, qui était pour moi une des piliers, là, on l'a mentionné, là, sur la 3e ligne de Montréal, cette ligne-là performait énormément bien. Puis j'ai très hâte de voir qu'est-ce que la suite réserve pour Alex, parce qu'elle n'a pas encore signé, là, si je me trompe pas. Donc j'espère qu'elle va signer avec l'équipe de Montréal parce que j'ai trouvé que c'était une belle addition au niveau de la profondeur de cette équipe-là. Mais tout ça reste que comment que ça va se passer dans le vestiaire. Est-ce qu'il va y avoir un peu d'animosité au départ? Tu sais, c'est de dire, je vais acheter t'es qui? On sait t'es qui? Mais là, il faut jouer pour la même équipe. Chose qui n'est jamais arrivée, tu sais. Ouais, non, exactement. Puis, tu sais, il faut donner pour recevoir. Fait que Christine O'Neal, c'était le prix à payer. Je pense que c'était une joueuse, justement, que Montréal pouvait se permettre d'échanger, étant donné peut-être les... Je ne veux pas seulement parler d'insuccès, mais visiblement, elle n'a pas répondu aux attentes qu'on avait pour elle à Montréal. Puis ce qui est curieux là-dedans, là, je regardais les statistiques, en 2 saisons, KO a fait 14 points en 53 matchs à Montréal. Au championnat du monde, sur ces 2 saisons-là, c'est 10 points en 14 matchs. C'est comme, elle est où cette Christine O'Neal-là qu'on voit avec l'équipe Canada et qu'on n'a pas vraiment réussi à voir, qui n'a pas réussi à s'imposer de la même façon dans la LPHF. Tu mentionnais tantôt, après le championnat du monde, ça a mieux été, mais rappelle-toi, ça avait été la même chose l'année passée aussi. Ça avait été la même chose à la première saison. Donc, Christine O'Neal qui était tellement émotive à la journée. Elle et Erin Ambrose étaient les deux plus émotives à l'idée de quitter Montréal. Là, le processus d'expansion se finit. Elle reste pour se faire finalement échanger. Mais bon, ça fait partie du métier maintenant d'être chez les professionnels. Et puis, c'est des choses qui arrivent, mais je pense que c'est une belle addition du côté de Montréal avec Abby Rogue. Le repêchage de la victoire, il faut parler absolument de la Québécoise. Maya Labad, qui a été repêchée. Et pour vrai, là, moi, je m'attendais vraiment... J'avais aucun espoir que Montréal. C'est peut-être moi qui étais trop pessimiste, là. J'avais encore le PTSD là, c'était la de mes textos Saint-Jean, de l'année Pat, là. passée. Ben oui. C'était la Saint-Jean. C'est sûr qu'on a qu'elle vienne à Montréal, là. C'est ce que pour vrai, mon article sur TVA Sport, c'était uniquement là-dessus. C'était un 24 juin, pas comme les autres. Ben oui. OK. Je veux dire, pour moi, Pascal Daou, Daniel Sauvageau, Gina Kingsbury, Maya Labad, tu sais, c'est des Québécois qui ont fait parler au repêchage le 24 juin en plus. Tu sais, je veux dire, comment
comment tu ne vas pas faire un lien avec tout ça? Puis vraiment, vraiment content pour Maya. Tu sais, c'est une attaquante de puissance qui est rapide, qui n'a pas peur. Tu parlais tantôt, tu sais, il y avait juste Catherine Dubois qui pouvait aller devant le filet. Ben, là-bas, c'est ce genre d'attaquante-là qui va se placer, devant le filet, plus à l'aise à l'aile gauche de toutes les positions offensives. Puis le pire, c'est que Montréal lui a même pas parlé avant le repêchage. Moi, c'est une info qui m'a été partagée à quelque part parce qu'on s'attendait qu'elle parte en 3e ronde. Et là, elle a glissé jusqu'en 5e. Et puis bon, je lui ai parlé, j'ai eu la chance de lui parler tard, en fait, après le repêchage. Puis c'est ça qu'elle me disait, tu sais, elle dit, pour moi, c'était pas... oui, ça m'a déçu sur le coup parce que tous les mock drafts me mettaient en 3e ronde. Mais une fois la déception passée, tu te dis, c'est juste un chiffre, puis je veux juste être repêché. C'est juste ça qui est important, puis c'est la bonne stratégie à adopter. Et là, c'est repêché par Montréal. Parce que niveau salarial, entre la 3e ronde et la 5e, il n'y a pas d'impact vraiment. Tu sais, comme tu mentionnais, là, que les filles en première... Un petit? Oui, un petit dans le sens qu'une fille en 3e ronde est assurée d'un salaire de 40 000 alors qu'en 5e ronde, c'est le salaire minimum qui va être rendu à quoi, là? 36 37 000 dans ce coin-là. C'est quand même quelques milliers de dollars. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas signer pour plus, mais si on lui donne le minimum, c'est autour c'est 35 000 plus 3 plus 3 de ce nouveau montant-là. Exact. C'est ça. Et puis, au final, ben, tu sais, elle était contente, évidemment, d'être repêchée par Montréal. Tu sais, elle, c'est une famille de hockey. Là. Son père joue au hockey, son frère joue au hockey, son cousin, c'est Thomas Lavoie, genre choix de 3e ronde de Utah qui joue à Cap-Breton dans la JMQ, que par un pur hasard, je connais personnellement en plus. Fait que c'était comme bien bizarre. Je dis, ta cousine, c'est Maya là-bas, je comprends même pas ce qui se passe. Et puis, donc, elle est contente parce que ça fait 4 années qu'elle est au Connecticut à jouer pour Quinnipiac. Oui, son père et son frère vont souvent l'avoir joué, mais là, ben, ils vont avoir moins de route à faire. Je vous l'avais raconté, ou je ne sais pas si je l'avais raconté sur le podcast, mais on était à un match de la Victoire à la Place Belle, puis ses parents étaient là à Maya, puis son père était venu me parler. Il écoute le podcast. Il nous félicitait pour le podcast. Puis, je trouvais ça bien sympathique. Donc, tu sais, évidemment, la famille est contente aussi. Elle revient à la maison. Puis, tu sais, c'est une joueuse, je pense, qui pourrait là, se tailler une place et avoir... Ben, se tailler une place, ça, c'est officiel. Maintenant, je pense que c'est une joueuse qui pourrait même avoir un certain impact avec l'équipe. Et ça, c'est toujours intéressant. Donc, une Québécoise de plus avec Montréal. Puis c'est ça l'affaire, c'est que Montréal lui avait pas parlé. Il y a juste New York qui a parlé à Maya pré-repêchage. Donc, donc, New York devenait, de facto, l'équipe qu'on pensait qu'elle était pour aller. Puis Pascal Daou, c'était quoi, en 4e ronde, je pense, qu'il y avait 3 choix dans la même ronde. En 3e ou 4e ronde, il y avait 3 choix. Puis le nom de Maya n'est pas sorti. J'ai fait, tabarnouche, tu sais, à lisse, là, tu sais. Puis là, ben, Montréal, avec Marie-Philippe Poulain, en plus, qui t'annonce. Marie qui a été d'une annonce presque parfaite là, en disant « La Victoire est fière de sélecter ». Ça m'a fait un petit peu sourire. Collègue Marie. Mais c'est juste, mes oreilles ont frisé. Là. C'est un détail, là, mais mes oreilles ont frisé quand j'ai entendu ça. Mais c'est quand même Marie-Philippe Poulain. Tu sais, la photo de Maya Labarde, là, à son repêchage, là, elle tient le hockey. C'est Marie-Philippe Poulain d'un côté. Puis c'est Daniel Sauvageau, la journée, puis on va en parler tantôt, on n'en parlera pas tout de suite, mais la journée qu'elle se fait introniser au Temple de la Renommée de l'autre côté. C'est quand même, tu sais, un souvenir qu'elle va garder, tu sais, à vie. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment cool pour elle. Donc, voilà pour Maya à la base. Sinon, Montréal a repêché Skyler Irving, qui était, elle aussi, une attaquante offensive, et puis une défenseuse, qui avait été nommée la meilleure défenseuse dans la East Coast, dans la conférence East Coast, là, avec son dernier choix. Donc, quand même, là, c'est Tamara Gianquinto. Je l'ai au moins nommé son nom. Donc, un bon repêchage pour Montréal.
juste avant de passer au prochain sujet, il y a un message que j'ai reçu qui m'a vraiment fait rire, une auditrice qui dit « Ouais, là, Pat, tu sais, parce que je tweetais sur le repêchage, je dis « Ouais, Pat, tu sais, attache-toi pas trop, là, c'est une ligue à court terme. » Et c'est vrai. Imaginez, tu sais, on vient de parler de New York, on vient de parler de Montréal. Imaginez si l'année prochaine, ils disent « Ouais, mais on rentre 2 autres équipes, puis on protège juste 3 joueuses par équipe. » Non, il n'y aura pas le choix d'en protéger plus, là. Je veux dire, ça. Alors, Moi, ça être n'a pas de bon Pascal sens. Daou et Daniel Sauvageau, là, je me fais des pancartes, je m'en vais piqueter devant les bureaux de la Ligue, là. Ça me tabarnouche. Tu sais, Vas-y, Pascal fait quasiment des miracles, là, c'est pour, tu sais, replomber cette équipe-là. Puis on dit, ouais, faites-là, faut que tu protèges juste 3 joueuses parmi. On veut que tu perdes des défenseurs. C'est ça qu'on veut, Pascal. Comprends-le. Alors, voilà pour le repêchage. Un petit moment aussi qui a été cool, Erin Ambrose qui a été faire un gros câlin à Nicole Gosling pendant qu'elle se faisait interviewer par Tessa Bonhomme, puis Julia. Puis, tu sais, c'est ce que je vous disais, je voyais Gosling à Montréal. Il y avait l'effet Erin Ambrose qui était une de ses mentors. Donc, vraiment, vraiment cool. Je l'ai mentionné tantôt brièvement. Là, on va en parler plus en détail. Le 24 juin, grosse journée. Temple la renommée du hockey. Bon, Carey Price n'est pas là, là. Faites la paix avec ça. Là. Carey Price n'est pas là, là. Ça sera une autre année. Mais Daniel Sauvageau, intronisé au Panthéon. Et ce qui est particulier, c'est que c'est la première femme à entrer dans l'aile des bâtisseurs et maintenant bâtisseuses. Et j'ai été faire une vérification, mais je me disais, crime, c'est-tu une aile? Tu sais, comment ça fait? Comment ça, il n'y a jamais eu de femme avant? Puis c'est-tu une aile qui a commencé plus tard? Puis non. Les premiers bâtisseurs sont arrivés en même temps que les premiers joueurs en 1945. Ça fait 80 ans. Et il n'y avait jamais eu une femme comme bâtisseuse. Qu'est-ce que vous avez? Puis je vais m'adresser à toi, Kim, en premier, parce que Daniel, tu l'as bien connu avec les Carabins. C'était quoi ta réaction quand tu as entendu que Daniel avait été intronisé au Temple de la Renommée? Ben, je suis tellement contente pour elle. Elle le mérite, là, tu sais, depuis le début, elle se bat pour le hockey féminin. Ça fait des années, elle essaie d'avoir des ligues. Elle a parti son centre à Montréal, à Verdun. Tu sais, elle a une vision pour le hockey féminin, puis elle met en place, elle met ses pions pour que ça fonctionne, puis chapeau, ça fonctionne, tu sais. Elle a décidé de partir un programme, tu sais, moi, c'était qu'est-ce qui m'a touchée de ce côté-là, là, mais les Carabins, elle a décidé de partir un programme de 0, puis en l'espace de quelques années, les Carabins étaient une puissance au niveau universitaire. La seule équipe francophone au Québec d'avoir une équipe de hockey féminine. Tu sais, elle a parti de ça, de 0, d'aller chercher des joueurs, d'aller chercher une équipe, tu sais, elle s'est entourée d'Isabelle Leclerc. Les Jeux olympiques qu'elle a participé en 2002 de mémoire, l'année, Ouais. là, je suis très jeune, fait que je m'en souviens plus trop. Mais non, c'est ça, c'est une pionnière au hockey féminin, puis tu sais, personnellement, elle aurait dû être là avant aujourd'hui, là. Fait que je suis contente qu'en 2025, on reconnaisse son exploit, tout le travail qu'elle a mis pour le hockey féminin. Elle en a fait du bénévolat, là. On s'entend. Là, aujourd'hui, oui, j'imagine qu'elle récolte un salaire de ça, mais dans le passé, c'est beaucoup de temps. C'est une personne qui est à la retraite, mais qui continue à s'impliquer au côté, tu sais, au niveau hockey international. Tu sais, il y a des années qu'elle représentait la France pour aider tu sais, à partir une équipe pour éventuellement que ces filles-là participent aux Olympiques. Après ça, tu sais, c'est ça, elle a tellement bâti côté féminin que, pour vrai, je lui dis félicitations, puis c'est amplement mérité de son côté, là. Tu sais, vous le savez, je suis souvent critique, puis j'ai critiqué Daniel Sauvageau sur le podcast, puis depuis sa venue avec la Victoire, je pense qu'elle fait un excellent travail comme DG de la Victoire, puis ça, je l'ai souvent mentionné. Mais cette intronisation-là, basée sur son CV, basée sur ce qu'elle a fait, tu as mentionné certains de ces trucs, mais tu sais, c'est la première médaille d'or olympique canadienne, c'est elle qui l'avait comme coach. Première femme derrière un banc dans la GMQ, c'est elle en 99-2000 avec le Rocket de Montréal. La première femme analyste à la soirée du hockey. La soirée du hockey qui est à Radio-Canada, là, je parle même pas de RDS en ce moment, c'est à Radio-Canada en 2002, c'est elle.
qui a été la première femme analyste à la soirée du hockey, qui, comme on sait, là, a été l'émission qui a mis le hockey sur la map à la télévision québécoise, qui était là depuis les années 50. Tu sais, elle a eu des accolades, elle a un CV bien garni. Puis je trouve que c'est exactement ça. Tu sais, qu'on parle de bâtisseurs, de bâtisseuses, tu sais, ce sont des DG, ce sont des coachs, ce sont des administrateurs. Et Danielle, ben, elle a été les trois dans différents moments de sa vie puis de sa carrière. Puis je pense que ben, c'est un honneur qui est mérité en soi. Anso, ça a été quoi ta réaction, toi? Ben, moi aussi, Kim a quand même très bien résumé un peu les éloges qu'elle a fait, toi aussi. Puis, tu sais, c'est 100% mérité. J'étais vraiment contente de voir que, justement, encore une fois, tu sais, c'est la première, tu l'as mentionné, Pat, la première femme à gagner l'équipe, la médaille d'or. C'est la première femme, tu sais. Puis là, encore, c'est la première femme à être intronisée dans ce volet-là. Ouais. Puis je pense que ça démontre vraiment bien la personne qu'elle est parce que elle travaille fort. Puis moi, je me rappelle quand la pandémie a frappé, ben, on était sur la glace, puis soudainement, on ne pouvait plus embarquer. Là, la pandémie arrive. Mais là, nous autres, il faut continuer à s'entraîner là, durant l'été pour être capable d'être prête pour continuer à jouer. Puis Daniel s'est battu pour nous pour être capable d'avoir des restrictions. On pouvait être 2 filles par demi-glace. Tu sais, c'était quand même très rigide, mais au moins, on était les seuls qui pouvaient continuer à être sur la glace. Puis, tu sais, juste le dévouement qu'elle avait pour être capable de nous permettre de pratiquer le sport qu'on aime le plus au monde. Tu sais, juste ces choses-là, c'est des choses que les gens voient pas dans la vie de tous les jours. C'est pas tous les exploits que tu as mentionnés, mais pour nous, c'était quelque chose qui était extraordinaire. Puis, tu sais, je la remercie d'avoir pris le temps de faire ça, de pousser un peu pour qu'on puisse continuer à pratiquer. Puis, vraiment bien mérité là, pour elle. C'est un très bel honneur. Et espérons que ce soit la première bâtisseuse de plusieurs. C'est une catégorie, évidemment, il y a toujours un peu moins de bâtisseurs, bâtisseuses qui sont choisis année après année. Moi, j'ai toujours pensé que Manon Rhéaume fitait dans cette catégorie-là. Peut-être pas ses performances sur la glace comme telle lui mériterait d'avoir une place au Temple de la Renommée, mais je pense que comme bâtisseuse, elle a été très influente. Il y a ça aussi, pour moi, dans cette catégorie-là aussi, c'est une influence que tu as eue sans nécessairement jouer au hockey ou pas nécessairement à cause de tes succès sur la patinoire. Alors, voyons s'il y a d'autres femmes qui seront intronisées dans cette aile-là du Temple de la Renommée du hockey. C'est la première fois qu'il y a 3 femmes qui sont nommées la même année, parce qu'il y a des années où il y avait juste une joueuse, il y a des années où maintenant, il y a 2 joueuses par année, et ben, il y a Jennifer Botterill et Brianna Decker qui joignent également la cohorte de 2025 du Temple de la Renommée. Botterill, évidemment, qui a gagné tellement de médailles d'or, 3 fois aux Olympiques, 5 fois aux Mondiaux. On savait que c'était pour arriver à un moment donné. Brianna Decker, avec l'équipe olympique américaine, ben, elle aussi, elle a une médaille d'or, elle a 6 championnats mondiaux également. Ça a été quoi vos Botterill, Decker, avez-vous joué contre elle? Les avez-vous connu personnellement? Plus toi, Anso, là. Decker. Ben ouais, Decker, c'est ça. On a joué contre elle. Elle jouait avec le Pride de Boston. Puis, ben, c'est une fille qui est tellement. Moi, je trouve qu'elle marque beaucoup l'équipe américaine. On dirait quand j'étais plus jeune, puis je la regardais à la télé, je me disais, tu sais, quand je pensais à l'équipe des États-Unis, je pensais beaucoup à elle. On parle beaucoup d'Hilary Knight, mais il y avait Hillary Knight, il y avait Brianna Decker, puis une joueuse de centre qui est redoutable, qui est forte sur les 2 côtés de la glace. Je me rappelle, c'était Marie-Philippe Poulin contre Brianna Decker. Souvent, les photos aériennes qu'on voyait de la mise en jeu initiale, ben, c'était tout le temps ces 2 filles-là. Puis, tu sais, elle a tellement marqué le hockey, cette Brianna. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment contente pour elle parce qu'elle a arrêté de jouer au hockey, mais que maintenant, justement, je veux dire, en français, le legacy, là, tu sais, pas traduire ça, là. Son héritage, exactement, du hockey qu'elle laisse derrière elle. Puis, tu sais, continue de tracer la voie pour le futur. Puis, tu regardes une fille comme Jennifer Botterill, elle aussi joueuse de centre. Et puis, tu sais, qui est maintenant analyste aussi à la télé du hockey, la LNH. C'est une fille qui, tu sais, je l'ai pas connue autant personnellement parce qu'elle était un peu plus vieille que moi,
Contrairement à Brianna, on a eu peut-être plus d'échanges dans des tournois d'été. Mais, tu sais, quand je regarde son histoire à elle, c'est quand même exceptionnel du fait que, tu sais, elle s'est rendue où ce qu'elle s'est rendue avec tout autant de succès. Puis je pense que ça n'a jamais été la meilleure attaquante, mais avec tous ses accomplissements qu'elle a pu réussir dans ces années, le nombre de championnats, le nombre de médailles d'or qu'elle a gagné. Oui, c'est une équipe, mais sa contribution à elle a été quand même très exceptionnelle et très importante parce que tu es une fille de 3e trio, tu acceptes ton rôle, tu es capable d'aider ton équipe à gagner puis de savoir comment agir à certaines situations. C'est vraiment le fun de, encore une fois, voir des femmes qui sont intronisées, qui sont illuminées, en fait, par rapport à leur leur joie, à leur jeu, en fait, dans un ensemble, dans une équipe. Souvent, on est capable d'aller cibler les meilleurs, vraiment ceux qui sont au sommet. Mais je suis sûre qu'on essaie de regarder dans le passé, puis on va demander c'était qui. Quand tu penses à l'équipe canadienne, on pense à Nelly Wickenheiser, peut-être une Caroline Ouellette. Peut-être les gens vont être moins pensés à dire Jennifer Botterill, mais je trouve que son implication dans le hockey et maintenant, encore une fois, ce qu'elle laisse comme héritage, puis ce qu'elle continue de donner aux partisans, ben c'est quand même exceptionnel. Puis c'est ça, de voir des femmes intronisées, ça fait tout le temps, c'est tout le temps le fun parce qu'on s'entend que les femmes dans des organisations, dans des milieux d'hommes, ça n'a pas toujours été facile, puis on en voit de plus en plus. Puis je suis contente qu'on ne fait pas juste nommer des femmes pour dire on va parler des femmes un peu juste pour qu'on aille un peu de des fois les organisations font ça où on pensait qu'ils faisaient ça, on nomme des femmes juste pour aller chercher une différente audience, mais ces femmes-là le méritent. Puis je suis contente que c'est pas juste pour une promotion pour dire il faut nommer des filles, on va en prendre quelques-unes, tu sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun de voir cet accomplissement-là puis que ces femmes se font honorer d'une telle sorte. Je pourrais pas mieux résumer tout ça, Anso. Bref, les intronisations vont avoir lieu en novembre pour Danielle Sauvageau, Jennifer Botterill et Brianna Decker, mais je suis d'accord avec toi, avant même Hillary Knight, moi, quand je pensais à l'équipe américaine féminine, c'était Brianna Decker, le nom qui me venait en tête, donc je te rejoignais là-dessus. La victoire de Montréal a eu un gros début de semaine, on a parlé du repêchage, on a parlé de Danielle au Temple de la Renommée, on a parlé des échanges, ou de l'échange, mais il faut parler de la remise de prix, parce que là, ça a été un raz-de-marée victoire de Montréal. Là. C'est 5 des 7 prix individuels. C'est une joueuse. C'est une joueuse ou un membre de l'équipe, la victoire de Montréal, qui l'a remporté. Évidemment, joueuse la plus utile et meilleure attaquante, Marie-Philippe Poulin. On s'y attendait avec les nominations. Je vous ai déjà dit que moi, mon choix d'MVP avait été Anne-Renée, mais avec les nominés qu'on avait, on savait que c'était pour être Marie-Philippe. Donc, pour la première année, Marie-Philippe qui remporte le titre d'MVP dans la LPHF. L'an dernier aussi, ça avait été un peu la même chose. La meilleure attaquante avait été la MVP. Donc, Nathalie Spooner qui avait remporté les deux prix. Alors, meilleure buteuse aussi, on le savait avec les statistiques, c'était Marie-Philippe. Grosse saison pour elle. Rien de surprenant dans le choix de Marie-Philippe, j'imagine. Gardienne, Anne-Renée Desbiens. Défenseuse de l'année, avant d'aller dans les autres équipes. Entraîneur de l'année, Corey Chevry. Mm-hmm. Et c'est dur, tu sais, je repensais à ça, puis quand j'écrivais mon texte, c'est dur dans une ligue à 6 équipes de ne pas prendre la coach de l'équipe qui finit premier au classement général. Ouais. Tu sais, l'année passée, c'était Troy Ryan. Tu sais, je veux dire, ça prend soit un bon exceptionnel. Tu sais, mettons, là, l'année prochaine, New York finit 2e. Ça se peut que Greg Fargo soit l'entraîneur de l'année. Tu sais, parce qu'il va être passé de dernier à 2e. Mais à défaut de voir ce genre de saut-là dans le classement, c'est dur de ne pas y aller avec les... Tu sais, en même temps, l'année prochaine, est-ce que le coach à Vancouver va vraiment avoir tout le crédit, étant donné l'équipe d'étoiles qui se fait donner? T'sais, ça va être plus la GM de l'année va remporter le prix coach de l'année. D'ailleurs, je fais une parenthèse rapide. Là. Je vous ai parlé des salaires la dernière fois. Ben là, il y a un poste d'entraîneur qui a été mis disponible pour Boston pour remplacer Courtney Kessel. Et les salaires, c'est entre 150 et 180 000 pour un coach US. Anso applique? Fait pas tellement loin.
Ça, c'est un salaire de base, pas tellement loin d'une DG. Le DG, je ne me trompe pas, c'était 160, 190. C'est vraiment juste un léger palier en dessous. Je voulais juste le préciser. C'est une information que j'ai eue ce matin. Corey Chevery, entraîneur de l'année. Donc, puis Laura Stacey qui a remporté le prix Hockey pour tous pour sa contribution dans la communauté, les œuvres de charité et tout. Alors, pour vrai, raz-de-marée de la victoire de Montréal. Sarah Fillier, recrue de l'année. Renata Fast, défenseuse de l'année. Il n'y a aucune surprise dans les prix. Là. Aucune surprise, je ne me trompe pas. Là. Non, on s'attendait à ça. Puis c'est le fun de voir que Montréal a autant d'honneur. De voir la photo. Puis on a vu les filles prenaient leurs photos avec les méritas, les trophées. Puis c'était pour vrai, c'est le fun en tant que partisane de la victoire de voir à quel point que cette équipe-là a un impact dans la ligue. Là. Puis c'est pas pour rien qu'ils ont protégé ces 3 joueuses-là. Là. On s'entend, on le voit, c'est les meilleurs. Là. Oui, non, 100%. Première équipe d'étoiles, Poulain, Hillary Knight, Sarah Fillier, Renata Fast, Sophie Jakes avec Anne-Renée Desbiens. Deuxième équipe d'étoiles, Teresa Vanisova, Kendall Coyne, Schofield, je vais finir la saison comme il faut, Daryl Watts, Claire Thompson, Ella Shelton et Erin Frankel. Et l'équipe d'étoiles recrue, Sarah Fillier, Jennifer Garner, Britta Curl, Kayla Barnes, Anna Waldgren, Gwyneth Phillips. Donc, 3 anciennes joueuses de la victoire. Et ça, c'est le point que je veux amener. Quand on regarde les joueuses qui ont remporté un prix ou une nomination, quand on regarde juste les joueuses qui ont obtenu une nomination sur une des 3 équipes d'étoiles, où elles vont jouer l'année prochaine, Vancouver a 4 joueuses. Seattle, 4 nominations. Je vais aller avec les nominations parce que, tu sais, Sarah Fillier est là 2 fois. Là. Vancouver en a 4. Seattle en a 3. Et Montréal en a 2. Mais il y en avait 5 basés sur où elle jouait l'année passée. Puis Minnesota en avait 4 basés de où elle jouait l'année passée. Fait que Vancouver et Seattle commencent l'année avec le plus de joueuses sur les équipes d'étoiles. Okay? ça fait juste... Je trouve que c'est la plus belle façon de résumer ce processus de repêchage de l'expansion et tout ça. C'est ça. C'est la réalité. Sinon, il y a également non, on peut rien faire, là. C'est non, mais je sais, je peux bien cogner sur le clou encore, mais on l'a fait à plusieurs reprises. Le prix Impact Intact aussi, qui est voté par les joueuses, donc une joueuse qui est appréciée de ses coéquipières. Je vais en mentionner 2. Il y en avait une par équipe. Amy Fecteau, du côté de New York. Et là, ça, c'est cool parce que c'est une recrue. Commence dans la LPHF et est déjà reconnue pour ses qualités de leader, ses qualités de vouloir aider ses coéquipières et tout. Donc, on la connaît, Amy, on sait qu'elle était comme ça. Mais là, c'est le fun de voir qu'il y a 22 autres coéquipières qui pensent la même chose que nous. Et à Montréal, Amanda Boulier. Je ne sais pas si tu avais eu la chance. Elle est arrivée, t'étais-tu déjà blessée, Anso? Ouais. L'an passé? Ouais. Mais de ce qu'on sait, je ne sais pas si tu as eu la chance de la côtoyer un peu, mais de ce qu'on sait ou de ce qu'on voit même sur les réseaux sociaux, c'est comme la fille qui joue des coups, la fille qui se cache dans le vestiaire pour faire peur aux joueurs. Ça semble très, très, très apprécié de ses coéquipières. Donc, je n'étais pas nécessairement surpris de voir son nom apparaître dans cette liste-là. Tu avais eu la chance de la côtoyer un peu, Anne-Soul, l'année passée? Un petit peu, oui. Puis, tu sais, c'est... j'y allais, je la voyais comme je la côtoyais un peu, mais je trouve que c'est exactement ça. Puis, tu sais, quand ils ont fait l'échange, c'est pas évident d'aller chercher une personne qui va rentrer puis qui va s'incruster à merveille comme elle le fait. Puis, on dirait que quand elle est arrivée, ça faisait même pas une semaine, puis on dirait que ça faisait une éternité qu'elle faisait partie de l'équipe parce qu'elle s'est tellement bien adaptée. C'est quelqu'un qui est super aimable. Elle a toujours le sourire d'en face. Tu sais, c'est une boule d'énergie, là, tu sais, puis c'est contagieux, puis c'est une bonne une bonne contagion, là, tu sais, pas une pandémie, là. fait que tu sais... C'est pas un virus, c'est pas un virus. Non, c'est ça. J'ai vraiment trouvé ça le fun, qu'elle s'est adaptée rapidement, puis, tu sais, je pense qu'elle aime la ville aussi, elle aime les gens qui étaient ici. Fait que ça a été vraiment un bon fit, puis entièrement mérité.
Puis, tu sais, Teresa Vanisova, pour qui, on avait échangé Vanisova pour obtenir Boulier. Deuxième équipe d'étoiles, on aurait peut-être eu besoin de la production offensive d'une Vanisova, mais en même temps, ben, quand tu regardes le genre de coéquipière que Boulier est, ben, ça aussi, tu en as besoin, tu sais, dans un vestiaire, tu sais, donc voilà du côté de la remise de prix. Petit dernier commentaire, peut-être, ça aurait été le fun d'avoir une vraie cérémonie de prix disponible sur YouTube. J'ai juste trouvé ça dommage qu'on ne pouvait pas voir la cérémonie. On a vu des photos. Est-ce qu'on devait payer pour... Est-ce qu'on pouvait acheter des billets pour y aller? C'est une bonne question. Il y avait un public. Je pense qu'il y avait un public. C'est peut-être pour ça, là, tu sais, si... Mais je comprends, mais en même temps, tu sais, rendu là, écoute, si c'est ça, j'avoue, j'ai pas l'information. S'il fallait acheter des billets pour y aller, puis c'est pour ça qu'on n'a pas mis ça gratuit, je trouve quand même ça dommage, parce que je pense que la Ligue, puis pour la visibilité de la Ligue, ça serait mieux de le faire gratuit, à la limite, donner les billets gratuits pour les gens qui veulent y aller, puis mettez ça gratuit pour que tout le monde, à travers la planète, puisse le voir. C'est cette visibilité-là que la Ligue a besoin, et non pas d'avoir 100 personnes qui vont payer 30$ leur billet pour aller voir 100 personnes, puis c'est à huis clos. Je pense que c'est une des choses qu'on devrait changer pour l'an prochain, donner cette cérémonie-là gratuite en ligne, parce que même si c'est en plein milieu de la journée, ben au moins, tu peux l'écouter quand tu veux après. La séance de repêchage, elle est là encore sur le YouTube de la Ligue. Puis je pense que quand tu célèbres les meilleurs de ta Ligue, ben il faut que tu le fasses publiquement plus que ce qu'on voit là. Bref, commentaire éditorial. Quelques signatures depuis la semaine dernière qu'on n'a pas parlé. On a mentionné Jade Dany-Landry à Montréal. Catherine Dubois a été re-signée également. Quand vous avez entendu parler de la signature de Jade, ça a été quoi votre... parce que vous êtes bien amis avec, ça a été quoi votre réaction? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Non? OK. Non. Mais là, ils ont mis un pause Montréal, puis c'était avec la pierre Jade, là. Oui. T'as vu ça passer? Oui. Fait que là, je l'ai texté, j'ai dit, bon, ça sent Montréal, tu sais. Puis elle a dit, ben, je peux pas parler. Fait que là, quand ça a vraiment été officiel, j'ai dit félicitations, je suis vraiment contente pour toi. Puis en voulant dire qu'on va aller l'encourager là, cette année. Là, on va aller voir des matchs. Là. J'étais vraiment content. Moi aussi, j'ai parlé à Jade. Dans le fond, la signature était faite depuis quelques jours. Elle attendait juste l'annonce. Mais moi aussi, elle m'a dit, je peux pas dire où je m'en vais, mais c'est fait. Mais je savais pas à ce moment-là, c'était Montréal, puis j'avais pas vu le pose de la pierre précieuse n'était pas encore mis. Parallèlement à Jade, tu as Elisabeth Giguère, qui, elle aussi, revient au Canada. Ça, je trouvais ça particulier, puis elles sont pas les seules. Il y a comme eu un trend de joueuses canadiennes qui jouaient aux États-Unis et qui sont revenues au Canada cette année, parce qu'on le sait, avec le taux de change, c'est avantageux financièrement pour ces joueuses-là, puis ça leur permet également d'être dans leur pays avec tous les avantages qui peuvent venir avec ça. Puis Elisabeth Giguère, qui s'en va à Ottawa, Anso, t'as pensé quoi de ça? Ben, je pense que ça va lui faire du bien, un renouveau. Elle n'a pas nécessairement eu les années d'impact qu'elle avait eu, soit universitaire ou dans la PHF. Donc, je pense que de recommencer un peu un nouveau départ, ça va lui faire du bien. Je pense qu'elle avait hâte là, quand elle a écrit j'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure. Puis, je pense que ça va être une belle addition à Ottawa. Il va falloir quand même qu'elle travaille parce que je trouve que Ottawa, c'est quand même mince là, comme se sont fait bien ramasser. Je pense que ça va être très important pour elle de sortir les habiletés de marqueuse qu'elle est capable d'avoir, qu'on le sait qu'elle a. Tu sais, quand tu regardes Elisabeth, là, tu sais qu'elle a des mains capables de mettre la rondelle dans le filet, mais peut-être dans les 2 dernières années, il y avait peut-être un manque de confiance qui finalement commence à te jouer dans la tête. Puis c'est sûr qu'à un certain moment donné, quand tu te fais un peu changer de trio, tu es sur le premier, deuxième, quatrième, troisième, c'est dur pour la confiance d'un joueur. Donc,
peut-être qu'il va y avoir une meilleure communication et confiance qui va s'établir avec l'entraîneuse de Ottawa. Puis, je lui souhaite la meilleure des chances pour l'année à venir. Puis tu sais, Ottawa qui ont perdu Sir Dacny, Vanisova, Darkangelo, Snodgrass, Victoria Bach qui est à la retraite. Fait que, mettons, des attaquantes qui en ont besoin. On sait qu'ils ont été très, très, très affectés par l'expansion et les joueurs autonomes. Donc, Ellie pourrait avoir là, une place de choix dans le top 6 d'Ottawa. Puis, si elle apprend, là, je pense que la place est là. Et là, pour elle, j'étais bien content de l'avoir avec Ottawa aussi. Montréal, dans tout ce processus-là, a perdu 2 autres joueuses. Michaela Grant-Mantis qui s'en va à Seattle. Claire DeGeorge qui s'en va également à Toronto. Alors, voilà dans les plus récentes signatures. Tu parlais tantôt, je pense, Kim, tu parlais d'Alexandra Labelle ou Anso, qui n'avait pas encore signé à Montréal. Et elle fait partie des Québécoises, en fait, là, qui j'ai hâte de voir là, où elles vont s'en aller, qu'est-ce qui va arriver avec elles dans les prochaines semaines, prochains mois, avec le temps d'entraînement l'automne prochain. Mais j'avoue que de ne pas voir Alex Labelle encore signé à ce moment-ci, on dirait que j'appréhende le fait que ça risque d'être une invitation au camp et qu'il va falloir qu'elle se batte encore une fois pour avoir sa place parce que, bon, tu le mentionnais, la ligne de centre de Montréal commence à être chargée. Puis, je suis comme... On dirait que je n'étais pas inquiet jusqu'à la signature de Jade. Quand j'ai dit, OK, Jade a signé, ça veut-tu dire qu'Alex ne signera pas? Mais Jade, là, si on se souvient bien, là, elle a fini la saison à l'aile. Puis, personnellement, qu'elle aime ça à l'aile. Fait que tout dépendant de ce que Daniel la voit, peut-être qu'elle voit qu'elle est au centre. Là. Ça, eux, ils ont un plan de match, c'est sûr. Là. Mais moi, j'ai aimé l'avoir au centre, Jade, parce que on le sait que sa force, c'est la zone offensive. Elle devait s'adapter. Tu veux dire à l'aile? Non, mais comme exemple, non, mais tu sais, je me souviens avec la force, là, au centre, là, ben, sa force, c'était pas d'être dans la zone défensive. Puis, c'est quelqu'un qui aime sortir, partir rapidement pour aller attaquer. Mais un joueur de centre, t'es une des dernières, l'attaquante qui sort de ta zone. T'es comme le 3e défenseur. Fait que j'ai l'impression qu'elle pourrait avoir un meilleur impact en jouant à l'aile dans cette ligue-là qu'en étant au centre. Puis ça, c'est personnel, on s'entend. Là. Mais ça se peut qu'on la voit au centre cette année, mais je serais pas étonné non plus de l'avoir à l'aile. Là. Est-ce qu'on pourrait avoir un trio Alex Labelle, Catherine Dubois, Jade Darny-Landry? Shout out à Kevin Raphaël. Mais bon, on va souhaiter qu'Alex, parce que moi aussi, je pense qu'Alex a été très importante dans la victoire cette année. Puis quand elle a été blessée, on l'a vu que la ligne de centre, il n'y avait plus de stabilité là-dedans. Donc, espérons qu'on puisse lui offrir un contrat qu'elle n'ait pas, comme l'an dernier, à se battre pour un contrat rendu au camp d'entraînement. D'autres Québécoises qu'il faut mentionner, Maude Poulain-Labelle, c'est officiel, s'en va en Suède. Donc, j'ai parlé à Maude, pour elle, l'incertitude, elle a eu deux grosses déceptions. Hein. On se rappellera la première année, invitée au camp de Montréal, on lui offre, repêché, là. La première conférence de presse de Montréal, c'était Laura Stacey, Marie-Philippe Poulain, Maude Poulain-Labelle. Et on lui offre une place sur l'équipe de réserve, s'en va à Toronto, ensuite s'en va à Boston l'année passée au camp d'entraînement. On lui offre encore une fois une place sur la liste de réserve, décide de s'en aller en Suède. Puis là, elle ne voulait pas attendre au mois de novembre. Et elle voulait pouvoir débuter la saison en Suède dès le départ. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, très content pour elle. Rosalie Bégin-Cyr m'a officialisé qu'elle prenait sa retraite. Le hockey, c'est terminé pour elle, qui a passé la dernière saison en Suisse. Et puis, elle veut passer à autre chose. Donc, le hockey, c'est malheureusement terminé pour elle. Puis, c'est un peu la réflexion que je me suis faite, c'est qu'il n'y a pas cette ligue-là, hein, cette ligue américaine-là, cette ligue intermédiaire-là, où, si tu n'arrives pas à te faire une place en Amérique du Nord, l'Europe peut être une option, mais c'est pas toujours l'option la plus payante.
t'es loin de ta famille, t'es loin de ton monde. Donc, tu sais, c'est pas fait pour tout le monde, l'Europe non plus. Elle l'a fait. Elle est super contente de l'avoir fait, Rosalie. Mais la réalité rattrape tout le monde. Puis malheureusement, c'est terminé pour Rosalie Bégin-Cyr. Sinon, il y a Gabriel David. J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver. Audrey-Anne Veillette. Bien hâte aussi de voir ce qui va arriver. Puis Tricia Deguire aussi, parmi les Québécoises, là, qui pourrait peut-être se tailler un poste l'an prochain ou dans une équipe de réservistes. Parlant de joueuses qui ont eu des carrières universitaires un peu partout, soit ici ou soit aux États-Unis, le Rouge et Or a officiellement nommé son premier entraîneur pour la saison 2026-2027. J'ai eu la chance de sortir cette primeur-là la veille de l'annonce. Pascal Dufresne, qui a coaché les Titans de Limoilou pendant 22 ans, c'était le choix de tout le monde s'attendait. Avez-vous un peu côtoyé Pascal Dufresne? Toi, non, Kim, j'imagine, parce que tu étais au Nouveau-Brunswick, mais Anso, tu le connais, évidemment, j'imagine que tu le connais de réputation, là. J'ai joué quand j'étais avec Dawson, on jouait contre. OK, oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pas mal. Je le connais pas vraiment. Je l'ai pas côtoyé plus qu'il faut, honnêtement. Mais c'était comme le choix logique. Là, lui, il a été à Québec depuis des lunes. Ouais. Puis là, il y a une équipe à Québec. Fait que c'est sûr que c'était le choix logique que ce soit lui. Mais Kim, tu l'as-tu rencontré quand tu avais fait une rencontre? Il y a longtemps, genre en 2007-2008 là, parce que j'hésitais d'aller au cégep, avant de rentrer à l'université. Fait que, tu sais, j'ai été faire une rencontre, Ouais. de quelques heures avec, j'ai pratiqué avec l'équipe, mais, tu sais, de le connaître personnellement, non, mais, tu sais, j'ai plusieurs filles, qui ont joué carabin avec moi, qui venaient de De Limoilou. Limoilou. Tu sais, elles ont choisi ce cégep-là pour ce coach-là, là. Tu sais, il est connu côté, cégep. Les filles, tu sais, c'était une puissance, là. Moi, mes années, quand j'étais à l'université, là, Limoilou, c'était l'équipe à battre. Puis encore aujourd'hui, sont vraiment fortes, là. Il va chercher des joueuses, tu sais, il amène même des joueuses qui sont ici, tu sais, sur la Rive-Nord, sur la Rive-Sud. Il est capable de les faire déplacer à Ouais. Québec parce qu'ils ont un bon programme. Il a bâti une structure. Puis, tu sais, les commentaires des filles qui ont joué pour lui, je veux dire, ils ont juste des bons mots à dire, là. Fait que ça a l'air d'un coach en fait, c'est un bon coach. Puis, tu sais, autant humain que côté, qualité, tu sais, skills, côté hockey, je pense que c'est du top, top, là. Limoilou, qui justement a remporté encore une fois le championnat collégial en D1 cette année du RSEQ. Je ne veux pas trop embarquer dans le débat parce qu'on pourra y revenir peut-être au début de la saison prochaine, le temps file. Mais ce que j'ai hâte, puis en fait, Rouge et Or ne commence pas l'année prochaine, là, on a une autre année. Mais ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que ce programme-là va permettre de garder des joueurs au Québec? C'est un peu ça. Je me rappelle avoir eu ces discussions-là avec Pascal Dufresne avant même qu'il soit nommé. Puis, ce qu'il me disait, c'est lui, il pensait qu'avec une équipe, mettons, à Québec, à l'Université Laval, mais qu'une fille comme Elisabeth Giguère serait peut-être pas partie dans NCAA, puis serait peut-être restée au Québec pour jouer dans sa cour. Alors, c'est sûr que là, Limoilou va devenir un peu cette pipeline de talent-là pour le Rouge et Or. Mais la question qui est à se poser, c'est y a-tu assez de talent collégial pour fournir, dans le fond, 5 équipes, je me suis étouffé, pour fournir 5 équipes universitaires québécoises. C'est ça la grosse question. L'an passé, il y a eu 43 gradués collégiales pour fournir les universités. C'est quand même pas énorme. Et là, tu ajoutes une 5e équipe. Alors, c'est peut-être un peu là que le débat va se faire et non pas sur le choix de l'entraîneur, parce que je pense que Pascal Dufresne était le choix tout réfléchi pour le Rouge et Or, mais maintenant, ça va être un peu ça de voir. Parce que, bon, Ottawa et Carleton ont quitté la Ligue, mais Ottawa et Carleton, c'était 9 joueurs du Québec qui jouaient pour ces 2 équipes-là en dernier. Donc, c'était pas là que le bassin de joueuses québécoises allait. Alors là, on est tombé à 4. Puis là, on en ajoute une 5e, mais il n'y a pas plus d'équipes collégiales, puis il n'y a pas nécessairement plus de talent collégial qui se développe. Maintenant, ça va permettre d'en garder quelques-unes qui n'iront peut-être pas dans la NCAA. C'est ça qui va rester à voir. On voit beaucoup aussi, tu sais, nous, on a coaché des filles, mais que sont arrivées, ils ont voulu aller carabin, pas d'espace, il n'y a pas de place, fait qu'ils s'en vont avec les Aigles Bleus au Nouveau-Brunswick.
Fait que, tu sais, j'ai l'impression que ces Québécoises-là, on va les garder. Puis Québec risque aussi d'aller chercher des filles du Nouveau-Brunswick parce que, tu sais, exemple, moi, j'étais à 4 heures de Québec. Fait que peut-être avoir eu l'équipe de Québec disponible, peut-être mon choix aurait été vers Québec parce que c'est beaucoup plus proche que de ma famille, tu sais. Je regrette pas mon choix, je suis vraiment contente parce que Carabin, on a écrit une page d'histoire, puis j'ai fait partie de l'histoire dans cette équipe-là, mais tu sais, aujourd'hui, une nouvelle équipe, tu sais, moi, je me remets, OK, je viens de graduer du secondaire, puis j'ai cette équipe-là qui est à 4 heures de chez nous, qui est francophone, ben pourquoi pas, tu sais? Fait que j'ai l'impression qu'il va aller chercher des filles du Nouveau-Brunswick, puis il va récupérer d'autres Québécoises que malheureusement on perd parce qu'il y a plus d'espace dans les équipes ici au Québec. Oui, parce que ça devient juste la deuxième université québécoise francophone dans la Ligue. Ouais. Même s'il y a des joueurs de Limoilou, par exemple, qui ont été à Concordia dans les dernières années ou qui ont meublé d'autres équipes. Puis sinon, ben, la seule autre université francophone, c'est Moncton. Là. C'était ça, là, c'est ça la réalité. Donc ça, c'est un bon point de Puis francophone, Moncton, des fois, quand ils parlent, on ne sait pas trop si c'est français ou anglais. C'est chiac. Ça, c'est drôle. Bref, ça va être intéressant de suivre ça dans les prochaines années. Le temps file, il nous reste nos prédictions. C'est le moment. On a fait nos dernières prédictions. Je vous ramène premier épisode de la saison. On a fait des choix sur meilleure défenseuse, meilleure gardienne et recrue de l'année. Alors, je vous donne nos choix et tout est déjà comptabilisé, là, mais meilleure défenseuse, Anso et Kim, vous aviez choisi Claire Thompson. Moi, j'avais choisi Ella Shelton. Pas des mauvais choix, là. Les deux sont sur les deux équipes d'étoiles, mais c'est Renetta Fast qui l'a remporté, pas de point là. Meilleure gardienne, moi, j'avais Franco. Toi, Anso, t'avais Schroeder. Kim, t'avais Anne-Renée Desbiens. Wouh! 1 point pour Kim. Oui. La recrue de l'année, on avait tous les trois Sarah Fillier, fait qu'on gagne tout un point. Ça, c'est un point ramassé à terre. C'était sûr que c'était pour arriver. La semaine passée, on a fait nos prédictions basées sur les nominés. On avait les mêmes choix. On a tous choisi les mêmes. C'est genre les pires prédictions qu'on a fait. Il n'y avait aucun débat, aucune obstination. Corey Shevler, Renetta Fast, Anne-Renée Desbiens, Sarah Fillier, Marie-Philippe Poulain. On les a toutes eues. On est 5-5. Ce qui fait qu'au final, dans ce classement où moi et Anso, on s'est battus toute l'année une contre l'autre, ben Anso, 3e avec 47%. 77 bonnes prédictions en 163. Je suis 2e à 51%. 3 prédictions derrière la gagnante avec 86 bonnes prédictions. 53%. Wow. Kim Deschaines. Wow, Kim, félicitations. Bravo. Ouais. Pat, tu disais, hein, c'est moi qui est premier. Hein? Regarde, c'est qui est premier. Ben ouais, tu vois. Mange ta carte de TVA Sport. J'ai fait une victoire à Montréal de moi-même. J'ai fini premier en saison, mais j'ai choqué en série. Fait que... ça fait mal, ça. Mais ouais, ça fait mal, mais écoute, Kim, félicitations. Tu vois, je pense que moi et Anso, on est juste trop compétitifs. Fait qu'on faisait plus des bons choix. On faisait des choix compétitifs. Toi, t'es resté... T'avais les yeux sur l'objectif, tu ne l'as jamais lâché. Alors, c'est ce qui complète ce dernier épisode. Tu gagnes quoi, là? Tu gagnes notre respect. Une crème glacée. Puis c'est moi qui paye la bière, qu'on se fait un petit get-together cet été pour célébrer notre saison de sans restriction avantage. En fait, c'est Anso qui devrait payer la bière parce qu'Anso a fini dernière. Moi, je bois pas de bière. Moi, je bois pas de bière. Fait qu'il dit, je paye la bière, c'est le fun, ça. Mais tu vois, ben c'est justement, t'as fini dernière, t'en mérites pas. Ben, j'en veux pas. Je t'achèterai un Coke Zéro, Pat. Ah, et voilà, t'en prendras un toi aussi, puis tu bois pas de bière. Pour vrai, les filles, ça a été un plaisir de faire ça avec vous cette saison. Tu sais, Anso, on avait travaillé ensemble à TVA Sport un peu. Tu sais, je savais que cette chimie-là était là. Et avec Kim, je trouve que ça a juste bonifié la chose. C'était souvent
celle qui gardait la tête froide pour venir calmer les esprits entre moi et Anso. J'ai adoré, vraiment adoré, que ce soit à distance comme ça ou en studio. Ça a été super le fun de faire ça avec vous cette année. Puis j'ai bien, bien hâte de recommencer la saison prochaine parce que je pense qu'on peut l'annoncer avec ce qu'on a su avant d'entrer en onde. On va avoir une deuxième saison de Sans restriction, avantage numérique. Donc, vraiment, vraiment très, très cool. Puis, je voulais vous remercier d'avoir rendu ça agréable toute la saison. Le plaisir est partagé, Pat. Et évidemment, il faut remercier les auditeurs et auditrices parce que sans eux, on se parlerait tout seul. Et puis, vous avez été nombreux non, mais c'est vrai, vous avez été nombreux à nous écrire. Quand on allait à Place Belle, vous étiez nombreux à nous arrêter également pour nous féliciter, nous dire que vous écoutiez le podcast. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. On tente d'être divertissant, d'être informatif, de donner notre opinion. C'était pas, tu sais, on avait des segments hot take, mais c'était pas juste des hot takes pour, tu sais, des hot takes, c'était des hot takes parce qu'on avait des opinions, on avait des choses à dire, puis on a tenté de le faire tout au long de la saison. Donc, merci d'avoir été là du début à la fin. Et puis, ben sur ce, on ne sait pas exactement quand on revient parce que les dates n'ont pas été annoncées pour le camp d'entraînement, le début de la saison. C'est-tu octobre, c'est-tu novembre, c'est-tu décembre, on ne sait pas encore. Mais soyez certains qu'on va être là pour vous parler de la prochaine saison dès qu'on va avoir une date plus précise là-dessus. Merci encore. Au nom de Kim Deschênes et d'Anne-Sophie Betté, mon nom est Pat Laprade et on se dit... attends. Je m'en allais faire une gaffe. Pour remercier également... On se dit à la semaine prochaine. Non. Faut également remercier Kevin Raphaël, Bruno Mercure également, qui sans eux, on n'aurait pas cette opportunité-là. Vie aussi. Vie également, Vitalia, qui a été notre productrice lorsqu'on faisait les podcasts en studio. Fred aussi, qui a travaillé au montage des podcasts à distance tout au long de la saison. Donc, pour vrai, un gros merci à toute l'équipe derrière. J'ai oublié quasiment les plus importants. Les plus importants, c'est ça. Sur ce, au nom de Kim Deschênes et Anne-Sophie Betté, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la prochaine saison. C'est un rendez-vous.